Un millionnaire a aidé une pauvre fillette qui mendiait, mais il n'imaginait pas que le lendemain, il la retrouverait sur la tombe de son fils. Le ciel de Paris était d'un gris paisible ce matin-là, enveloppant la ville d'un voile de mélancolie que peu remarquaient. Étienne Morel, 65 ans, marchait d'un pas lent le long des rues étroites du quartier de Montmartre. Vêtu d'un manteau sobre et d'une écharpe de laine impeccablement nouée, il ressemblait à n'importe quel autre homme aisé en promenade. Pourtant, derrière cette apparence se cachait un homme brisé, reclus dans sa solitude dorée depuis la perte tragique de son fils unique, Théo survenu 8 ans plus tôt. Il n'avait jamais su comment refermer cette blessure, et en vérité, il n'avait jamais vraiment essayé. Le monde extérieur lui était devenu étranger, et sa fortune immense, acquise dans l'immobilier de luxe, ne lui apportait plus ni fierté ni satisfaction. Ce matin-là, il n'avait pas de destination précise. Une envie soudaine de sortir l'avait saisi, comme si l'air de Montmartre pouvait, ne serait-ce qu'un instant, atténuer le poids invisible qu'il portait. Tandis qu'il passait devant une boulangerie ancienne dont l'odeur chaude du pain frais s'échappait jusqu'au trottoir, une petite voix s'éleva derrière lui. « Monsieur, vous auriez quelque chose, s'il vous plaît ?» Il se retourna et vit une fillette, peut-être 8 ans, debout devant lui, les mains jointes, les joues rouges du froid. Elle portait un manteau trop grand pour elle, les cheveux emmêlés, et des chaussures abîmées. Mais ce furent ses yeux qui le frappèrent. D'un bleu vif, presque translucide, il le fixait avec une intensité désarmante. Il y avait dans ce regard une maturité étrange, un éclat de défi et de tristesse mêlés, quelque chose de profondément familier qu'Étienne ne parvenait pas à nommer. « Tu as faim ?» demanda-t-il, plus surpris de sa propre voix que de la question en elle-même. La fillette hocha la tête sans rien dire. Il hésita, regarda autour de lui, puis lui fit signe de le suivre. Elle obéit sans un mot, marchant à petits pas à côté de lui, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ils entrèrent dans un petit café discret, pas trop fréquenté à cette heure. Le serveur, habitué à la discrétion de certains clients, ne posa aucune question. Étienne demanda 2 chocolats chauds, une assiette de viennoiserie et une soupe pour la petite. Lorsqu'elle se mit à manger, ses gestes étaient à la fois voraces et précautionneux, comme si elle craignait qu'on lui retire l'assiette d'une seconde à l'autre. Étienne l'observait en silence, fasciné par la façon dont elle se tenait, droite malgré la fatigue visible, par sa manière de remercier d'un simple regard sans un mot superflu. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Camille » répondit-elle après une pause. « Tu vis ici, dans le quartier ?» « Parfois, dit-elle sans lever les yeux. » Il n'insista pas. Quelque chose dans sa voix lui disait que les questions devaient être posées avec précaution. Il attendit qu'elle finisse son repas avant de reprendre. « Et ta famille, tes parents ?» Elle haussa les épaules. « Maman est malade, elle dort beaucoup, et papa, il est parti depuis longtemps. » Étienne sentit une douleur sourde monter en lui. Il ne savait pas pourquoi cet enfant le touchait autant. Était-ce son regard, sa solitude familière, ou le simple fait qu'elle ait osé l'aborder, lui, l'homme invisible, figé depuis des années dans une peine qu'il n'avait jamais partagée. « Tu veux que je t'aide ? Tu pourrais venir avec moi, au moins pour ce soir. » Elle le regarda, le fixa avec une intensité troublante, puis secoua la tête. « Non, je dois rentrer. » Elle se leva, prit une dernière gorgée de chocolat chaud, puis sortit du café sans un mot de plus. Étienne resta immobile, les yeux fixés sur la porte qu'elle venait de franchir. Il n'avait pas bougé, pas retenu son prénom, pas insisté. Et pourtant, une voix intérieure hurlait qu'il aurait dû faire quelque chose de plus. De retour dans son appartement silencieux du 16e arrondissement, entouré de meubles anciens et de tableaux coûteux, il ressentit un vide nouveau, plus vif que d'habitude. Il pensait à Camille, à ses yeux, à ses mots. Il revoyait ses mains tremblantes autour de la tasse, son silence pudique, sa façon de disparaître dans la foule. Il tenta de lire, puis d'écouter de la musique, mais rien n'apaisait cette étrange agitation en lui. Il passa la soirée à marcher dans son salon, rejouant mentalement chaque détail de leur brève rencontre. Quelque chose ne tournait pas rond. Quelque chose dans cet enfant avait éveillé une émotion qu'il croyait morte depuis longtemps. Ce n'était pas de la pitié, ni même un simple élan de générosité. C'était autre chose, de plus ancien, de plus intime. Il ne comprenait pas encore quoi. Mais au fond de lui, Étienne Morel savait que cette rencontre n'était pas un hasard. Il ne croyait pas aux signes, ni aux miracles.
Pourtant, il sentait confusément que la vie venait de le tirer de son sommeil et que le visage de Camille allait hanter ses pensées bien plus longtemps qu'il ne l'aurait imaginé. Et en effet, ce qu'il ignorait encore, c'est que le destin venait tout juste d'ouvrir une porte qu'il croyait à jamais scellée. Le lendemain matin, Étienne se réveilla plus tôt que d'habitude. Le souvenir de la rencontre avec Camille lui revenait en boucle. Il avait l'impression étrange que quelque chose n'allait pas, comme si un détail lui échappait. Il essaya de se concentrer sur sa routine, lire le journal, prendre son café noir, consulter les chiffres de la bourse. Mais tout cela lui paraissait soudain creux, presque absurde. Rien ne parvenait à dissiper cette impression persistante que cet enfant n'était pas entré dans sa vie par simple coïncidence. Il se revoyait assis en face d'elle, au petit café discret de Montmartre, observant sa façon de manger, ses gestes prudents, presque mécaniques. Mais plus encore, c'étaient ses yeux qui ne cessaient de le hanter, ce regard bleu vif, profond, intense. Un regard qu'il croyait ne jamais avoir vu auparavant, mais qui, en même temps, réveillait en lui une mémoire trouble, presque douloureuse. Il ferma les yeux, se concentra. Ce regard lui rappelait Théo, non pas son fils adulte, mais Théo enfant, dans les années où il courait dans les jardins du domaine familial, riant aux éclats, avec ce même éclat dans les yeux. Il avait ce bleu perçant, limpide, que même la colère ou la fatigue ne parvenaient à ternir. Étienne repoussa cette pensée. C'était absurde. Il n'avait jamais vu cette fille. Elle avait dit que son père était parti depuis longtemps, que sa mère était malade. Des histoires comme la sienne, Paris en regorgeait. Des enfants abandonnés, livrés à eux-mêmes, vivant à la lisière d'un monde qui ne leur tendait jamais la main. Il avait simplement été touché. Cela pouvait arriver. Mais au fond, il savait que cette explication ne lui suffisait pas. Il décida de retourner dans le quartier. Peut-être la reverrait-il. Peut-être pourrait-il au moins lui proposer une aide plus stable, quelque chose de concret. Il n'avait pas pour habitude de se mêler aux affaires des autres, encore moins de s'impliquer émotionnellement, mais cette fois, il ressentait une forme de responsabilité, une urgence qui n'avait pas de nom. Il passa la matinée à arpenter les rues, les marchés, les parcs. Il observa les visages, écouta les voix, chercha le manteau trop grand et les cheveux emmêlés, mais aucune trace de Camille. Il interrogea quelques marchands, décrivit l'enfant sans succès. Certains haussèrent les épaules, d'autres promirent de garder l'œil ouvert. Étienne sentait l'agacement monter, mais aussi l'inquiétude. Une partie de lui se demandait s'il avait rêvé cette rencontre. Et pourtant, l'image de la fillette assise en face de lui, tenant la tasse de chocolat chaud avec ses petites mains, était trop précise pour être un produit de son imagination. En début d'après-midi, il s'assit sur un banc au bord d'un petit square. Il regardait les enfants jouer, leur rire résonnait, léger, insouciant. Cela faisait des années qu'il n'avait pas prêté attention à une scène aussi banale. Il réalisa à quel point la vie lui avait échappé, à quel point il s'était enfermé dans un quotidien vide de sens. Depuis la mort de Théo, il avait tout rejeté, les amis, les relations, les souvenirs. Il n'avait même pas assisté à la dernière exposition de son fils, ni répondu aux rares lettres qu'il avait envoyées avant de disparaître. Ce choix, qu'il croyait être une forme de protection, le hantait maintenant comme un abandon. Au moment où il allait se lever pour partir, il aperçut de l'autre côté du square une silhouette familière. Ce n'était pas Camille, mais une femme sans âge, vêtue de noir, assise près d'un lampadaire, tenant un sac en plastique entre les jambes. Le regard vague. Étienne sentit sa poitrine se serrer, non pas par pitié mais par reconnaissance. Il avait vu cette expression sur son propre visage de nombreuses fois en se regardant dans le miroir. Le vide, l'absence, le repli. Il détourna les yeux et partit. De retour chez lui, il se força à reprendre son emploi du temps. Mais à l'heure du dîner, il repoussa son assiette. Il n'avait pas faim. Il pensait à Camille, à ses mains, à sa voix, à ses silences. Le lendemain, comme chaque année, il devait se rendre au cimetière du Père-Lachaise. C'était le jour anniversaire de la mort de Théo. Un rituel qu'il n'avait jamais manqué, même dans les pires années. Il s'y préparait comme on s'apprête à entrer dans une église silencieuse. Costume sombre, fleurs fraîches, une lettre qu'il n'osait jamais lire à voix haute. Une sorte d'hommage muet qu'il offrait à son fils disparu. Mais cette fois, le rituel serait bouleversé. Il ne le savait pas encore, mais le visage de Camille allait réapparaître plus tôt qu'il ne l'aurait imaginé. Et cette fois,
Il n'aurait plus d'excuses pour détourner le regard, car ce regard si familier, celui qui avait remué tout son passé, n'était pas un hasard. Et ce qu'il allait découvrir devant la tombe de son fils allait faire éclater tout ce qu'il croyait savoir sur la vie de Théo, sur ses silences, sur ses absences. Ce soir-là, Étienne regarda longuement la seule photo qu'il avait gardée sur sa table de chevet. Une photo prise un été, dans leur maison de campagne, Théo encore adolescent, souriant à pleines dents, insouciant. Ce sourire, il ne l'avait jamais revu, pas même lors de leur dernière rencontre. Théo était parti avec rancune et il n'était jamais revenu. Étienne avait cru que le temps effacerait la douleur, ou du moins l'atténuerait. Il avait eu tort. Il ne s'était pas préparé à ressentir à nouveau. Et pourtant, cette fillette inconnue, en une seule rencontre, avait fissuré toutes ses certitudes. Il se coucha sans éteindre la lumière, les pensées agitées. Demain, il irait au cimetière, comme toujours. Mais quelque chose lui disait que cette visite ne serait pas comme les autres, que cette année, la solitude qui l'avait toujours accompagné jusqu'à la tombe de Théo ne serait peut-être pas au rendez-vous. Il s'endormit avec le visage de Camille gravé dans sa mémoire. Et ce regard qui le suivait désormais jusque dans ses rêves. Le jour s'était levé lentement et Paris semblait engourdi sous une brume fine. Étienne sortit tôt, comme chaque année à la même date. C'était une habitude qu'il n'avait jamais brisée, un rendez-vous silencieux avec le passé. Chaque 17 septembre, il se rendait au cimetière du Père-Lachaise, à l'endroit précis où reposait Théo, son fils unique. Il ne s'agissait pas d'un pèlerinage spirituel ou d'une tradition empreinte de symbolisme. Pour lui, c'était un acte de responsabilité, peut-être même de rachat. Il n'allait pas chercher la paix, encore moins le pardon. Il y allait pour faire face à ce qu'il avait perdu, à ce qu'il n'avait pas su préserver, et à tout ce qu'il n'avait jamais compris. Comme toujours, il avait choisi un costume noir sobre, sans cravate. Dans une main, un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de la mère de Théo. Dans l'autre, une enveloppe contenant quelques mots écrits dans la nuit précédente, adressés à un fils qui ne pouvait plus répondre. Il connaissait le trajet par cœur. Il marchait lentement, saluant d'un signe discret les gardiens, les croisant d'un regard rapide, comme s'il voulait éviter tout contact inutile. Le chemin jusqu'à la tombe passait par de longues allées pavées, bordées de cyprès silencieux. Chaque pas résonnait dans le calme du matin. Mais ce jour-là, alors qu'il tournait à l'angle de l'allée centrale, son pas ralentit. Quelque chose troubla sa perception familière du lieu. Il y avait une silhouette, assise devant la tombe de Théo. Une petite fille, immobile, les jambes croisées, tenant quelque chose entre les mains. Étienne s'arrêta net. Il plissa les yeux, comme pour chasser une illusion. Ce n'était pas possible. Et pourtant, il la reconnut immédiatement. Camille. Elle portait les mêmes vêtements usés que 2 jours plus tôt. Ses cheveux étaient relevés maladroitement et un sac plastique froissé reposait à ses côtés. Dans sa main droite, une unique fleur, une marguerite, légèrement fanée. Elle ne bougeait pas. Elle fixait la stèle de granit où le nom de Théo était gravé en lettres dorées, ainsi que les dates de sa naissance et de sa mort. Elle semblait lire, mais sans vraiment lire. Comme si elle communiait en silence avec quelque chose qu'Étienne ne pouvait pas voir. Il s'approcha lentement, presque à contre-cœur. Il ressentait une tension étrange, un mélange de peur, d'émerveillement et d'un soupçon de colère. Comment se pouvait-il qu'elle soit là? Comment connaissait-elle cet endroit? Plus il avançait, plus il sentait son cœur battre lourdement dans sa poitrine. Lorsqu'il fut à quelques mètres, Camille tourna la tête. Elle ne sembla pas surprise, pas effrayée non plus. Son regard croisa le sien, direct, limpide. Étienne se figea. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle baissa les yeux vers la tombe, puis murmura, presque naturellement, « C'est mon papa ». Les mots tombèrent dans l'air froid comme une gifle. Étienne resta figé, incapable de réagir. Il avait entendu ces mots clairement, sans détour. Elle ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Elle ne cherchait même pas à se justifier. Elle avait simplement dit la vérité, nue, tranchante. « Comment ça, ton papa ?» articula-t-il. Elle le regarda de nouveau, avec cette même intensité tranquille qui l'avait tant troublé au café. « Théo Morel, c'est le nom sur la tombe. C'est lui, mon père. Maman me l'a dit. Elle me l'a montré en photo. Elle m'a dit qu'il venait ici tous les ans avant de partir. » Étienne sentit sa tête tourner. Il chercha un appui sur la pierre froide du monument voisin.
Il tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Il regardait Camille comme on regarde un fantôme. Une enfant de 8 ans. Le même regard que Théo. Le même menton légèrement pointu. Une ressemblance si évidente, si brutale, qu'il se demanda comment il avait pu ne pas la remarquer plus tôt. « Tu es la fille de Théo? C'est ce que tu dis ?» Elle hocha la tête, posant doucement la marguerite au pied de la tombe. « Maman m'a toujours dit que papa était parti à cause d'un chagrin trop grand. Elle ne m'a jamais menti. Elle m'a dit que c'était ici qu'il reposait. J'ai attendu que ce soit le bon jour. Elle m'a dit que quelqu'un venait toujours à cette date. J'ai voulu voir qui. » Étienne ne trouvait pas ces mots. Son esprit était en proie au chaos. Si ce qu'elle disait était vrai, cela signifiait que son fils avait eu une fille, une petite fille, qu'il n'avait jamais connue. Cela signifiait aussi que Théo, malgré leur éloignement, avait construit une vie, une famille, dont il n'avait jamais parlé. Et surtout, cela révélait que quelque part, une femme avait élevé seule une enfant dans la précarité, alors que lui, Étienne Morel, vivait dans l'abondance et l'ignorance. Il s'agenouilla lentement devant la tombe. Les fleurs tombèrent de sa main. Il posa ses paumes sur la pierre froide, baissant la tête. Camille resta silencieuse. Elle le regardait sans jugement, sans impatience. Elle semblait comprendre intuitivement que quelque chose d'énorme se jouait à cet instant précis. Après de longues minutes, il releva les yeux vers elle. « Comment s'appelle ta mère ?»« Aline. » Le nom résonna immédiatement dans sa mémoire. Théo avait mentionné ce prénom une seule fois lors d'une de leurs dernières conversations. Il l'avait prononcé avec douceur, presque avec crainte. À l'époque, Étienne n'y avait pas prêté attention. Trop préoccupé par ses propres rancunes, trop fermé à tout ce qui ne cadrait pas avec ses plans de carrière pour son fils. Il n'avait jamais posé de questions. Il avait simplement supposé que Théo finirait par revenir à la raison, par suivre la voie tracée. Mais Théo n'était jamais revenu, et Aline était devenue invisible. Étienne prit une inspiration lente. « Tu sais où elle est, ta maman ?» Camille baissa les yeux. « Elle est malade. Elle dort beaucoup. Parfois, elle ne se réveille pas pendant 2 jours. Je m'occupe d'elle comme je peux. Mais je ne sais pas si elle va mieux ou pire. » Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une enfant de 8 ans livrée à elle-même, s'occupant d'une mère malade, visitant seule un cimetière. Comment cela avait-il pu lui échapper? Comment aucun service social, aucun voisin, aucun regard extérieur n'avait remarqué cette détresse? Il se redressa doucement, puis tendit la main vers Camille. Elle hésita une seconde, puis la prit. Sa main était froide, fine mais ferme. Il ne dit rien de plus. Il n'y avait plus de place pour les discours. Le passé venait de se frayer un chemin brutal dans le présent. Rien ne serait plus comme avant. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais une chose était certaine, il ne pouvait plus ignorer cet enfant. Ni son existence, ni son histoire. Le silence régnait encore autour de la tombe de Théo, mais dans l'esprit d'Étienne, un chaos profond venait de se déclencher. Chaque mot prononcé par Camille tournait en boucle dans sa tête, non pas comme une révélation douce ou poétique, mais comme une gifle brutale, un rappel violent de tout ce qu'il avait raté. Il n'arrivait pas à détourner les yeux de la petite fille. Elle était là, devant lui, aussi réelle que la pierre sur laquelle reposaient les années perdues. Elle ne demandait rien. Elle ne pleurait pas. Elle n'accusait personne. Mais sa présence seule suffisait à déchirer toutes les certitudes que cet homme s'était construite pour survivre. Il tenta de reprendre la parole, mais sa gorge était sèche. Il se releva lentement, comme s'il sortait d'un rêve trop long. Ses jambes tremblaient légèrement. Camille, elle, resta debout près de la tombe, sans un mot, les bras croisés contre elle-même, comme pour se protéger du vent ou de quelque chose d'invisible. Étienne posa son regard sur elle, puis détourna les yeux comme s'il avait honte de la regarder plus longtemps. La ressemblance avec Théo était indéniable, et plus il la regardait, plus il comprenait qu'il avait raté des années d'une vie dont il ignorait tout. Il recula de quelques pas, puis se retourna brusquement et s'éloigna sans un mot. Camille ne le suivit pas. Elle resta là, seule, au pied de la tombe, comme si elle avait prévu cette réaction depuis le début. Étienne marchait rapidement, sans but précis. Il traversa les allées du cimetière comme un fugitif jusqu'à atteindre la sortie. Lorsqu'il fut enfin dans la rue, il s'arrêta, appuya son dos contre un mur de pierre et laissa son corps glisser lentement jusqu'au trottoir. Les passants passaient sans vraiment le remarquer. Ce n'était pas rare, à Paris, de croiser un homme en costume assis par terre, perdu dans ses pensées. Les souvenirs revenaient en rafale.
Il revoyait Théo adolescent, le conflit qui avait éclaté quand il avait décidé de suivre une voie artistique plutôt qu'intégrer l'entreprise familiale. Il se rappelait les reproches, les cris, les silences pesants. Étienne n'avait jamais compris pourquoi son fils refusait de rentrer dans le moule. Il s'était convaincu qu'avec le temps, Théo finirait par changer. Mais Théo était parti, sans explication, sans adieu, sans laisser d'adresse. Il s'était évanoui dans Paris comme tant d'autres jeunes adultes en rupture. Étienne l'avait cherché au début, puis s'était résigné. Il avait interprété ce départ comme une trahison, refusant de voir la part de responsabilité qu'il portait dans cette fracture. Et maintenant, la vérité revenait sous la forme d'une enfant seule, abandonnée par le système, par sa propre famille, par lui-même, sans qu'il le sache. Il sentit une chaleur monter à ses yeux. Il tenta de se contenir, mais les larmes vinrent, violentes, incontrôlables. Pas celles d'un homme qui pleure une mort ancienne. C'était autre chose, un effondrement intérieur, une digue qui cédait après des années de retenue. Il pleurait Théo, bien sûr. Mais il pleurait surtout ce qu'il n'avait pas su être. Un père présent, un homme capable d'écouter, de comprendre, de tendre la main quand il le fallait. Combien de fois avait-il eu l'occasion de tout changer? Combien de silences aurait-il pu rompre s'il avait simplement osé faire le premier pas? Il pensait à Camille, à ses yeux, à sa voix calme, à cette maturité dérangeante qu'ont parfois les enfants qui ont grandi trop vite. Il se sentait minuscule face à elle. Elle n'avait besoin de rien, semblait-il. Pas de pitié, pas de promesses. Mais lui, pour la première fois depuis longtemps, ressentait un besoin viscéral, celui d'être utile, d'être là, de réparer, même trop tard. Il se leva lentement, ramassa machinalement son manteau tombé sur le sol. Il savait qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui et reprendre sa vie comme si rien ne s'était passé. Quelque chose de fondamental venait de changer. Il n'était plus seulement un homme veuf, reclus dans ses souvenirs. Il était très probablement le grand-père d'une enfant livrée à elle-même, fille d'un fils qu'il avait perdu bien avant sa mort. Il tenta de se rappeler ce qu'il savait de Théo dans ces dernières années. Peu de choses, en réalité. Il avait coupé les ponts, n'avait plus écrit, du moins, c'est ce qu'Étienne croyait. Mais une idée naquit dans son esprit. Et si Théo avait essayé de renouer? Et si des lettres avaient été envoyées et qu'il ne les avait jamais ouvertes? Il se promit, en rentrant, de fouiller chaque tiroir, chaque boîte, chaque trace laissée par son fils. Il devait comprendre. Il devait retrouver Aline. Il devait découvrir ce qui s'était passé, pourquoi personne ne l'avait prévenu de cette grossesse, de cette naissance, de cette vie. Le reste de la journée se déroula dans une sorte de torpeur. Il rentra chez lui, refusa toute visite, coupa son téléphone. Il erra dans les pièces de son appartement comme un fantôme. Il s'arrêta devant la vieille bibliothèque, ouvrit un tiroir poussiéreux, puis un autre. Il retrouva de vieilles photos, des dessins de Théo enfant, une lettre de l'école primaire, et soudain, au fond d'un carton, un carnet noir relié en cuir. Il le reconnut immédiatement. C'était le carnet dans lequel Théo griffonnait ses idées de projets artistiques. Il l'avait vu plusieurs fois entre ses mains, à l'époque où il croyait encore pouvoir exposer un jour dans une galerie importante. Étienne l'ouvrit avec précaution. Les premières pages étaient pleines de croquis, de noms, de dates. Puis au milieu, quelques lignes écrites à la main, plus appliquées. Une mention. Aline, mars. Et plus loin, elle attend un enfant. Je veux être un bon père. Je dois me battre pour nous trois. 3. Étienne referma le carnet, les mains tremblantes. Il comprenait maintenant que Théo n'avait jamais fui la responsabilité. Il avait essayé, peut-être sans succès, de construire une vie différente, en marge de l'univers rigide de son père. Il se leva d'un bond. Il ne pouvait pas attendre. Il devait retrouver cette femme. Il devait savoir comment elle vivait, dans quelles conditions. Il ne se pardonnerait jamais d'avoir laissé Camille grandir sans soutien. Mais désormais, il avait une mission. Non pas pour se faire pardonner, car il savait que certaines fautes ne s'effacent jamais, mais pour être enfin utile, pour agir, même tardivement. Ce n'était pas une question de charité ou de culpabilité, c'était une évidence, une nécessité profonde, une urgence nouvelle. À l'aube, les premiers rayons du soleil glissaient sur les fenêtres du bureau d'Étienne Morel, éclairant les étagères chargées de dossiers, de livres rares et de souvenirs que le temps avait recouverts d'une patine douce. Étienne était debout, immobile, devant une large baie vitrée, le regard perdu sur le ciel clair de Paris. Son esprit, lui, était en pleine turbulence. Les révélations de la veille
l'avait projeté dans un monde qu'il croyait clos pour toujours, celui d'un fils dont il ignorait les cicatrices cachées. Il retourna dans son bureau, déterminé à découvrir tout ce qui avait été omis. Il ouvrit un vieux meuble en acajou, examina les photos de famille, certaines jaunies, d'autres récentes, les albums d'enfance de Théo, les lettres que le jeune homme lui avait écrites, parfois maladroites, souvent brèves, puis jamais envoyées. Il touchait ces feuilles comme s'il cherchait à sentir une trace, un souffle de Théo encore vivant. Il se demandait ce qu'il avait manqué, ce qu'il avait dû entendre mais ignorer, ce que Théo avait essayé de lui dire. Il se mit à interroger les anciens collaborateurs de Théo, ses amis artistes, ses voisins de quartier, toute personne qui avait pu croiser sa route pendant les années où Étienne pensait qu'il l'avait perdu. Beaucoup s'étaient éloignés, certains l'avaient évité. D'autres n'avaient pas osé le contacter de peur d'être mal compris. Plusieurs répétèrent des confidences timides. Théo parlait souvent d'Aline, d'une vie à deux, d'un projet pour sa fille qu'il voulait offrir, d'une peur de ne pas être à la hauteur, d'un besoin de silence pour protéger. Il avait un carnet noir, disait-on, dans lequel il écrivait ses pensées, ses regrets, ses illusions. Certains croyaient même qu'il avait envisagé un retour vers son père, une réconciliation, mais les mots étaient fragmentaires, disparates. Les jours suivants, Étienne fouilla ses papiers personnels, ses archives professionnelles, les factures anciennes, les correspondances non envoyées, les télécopies oubliées. Il trouva des enveloppes non ouvertes, des lettres de Théo interrompues, terminées par une signature tremblante ou un « je t'appellerai plus tard ». Dans un coin, une carte postale d'une plage au nord de la France, écrite de la main de Théo. Il y mentionnait le nom d'Aline, un espoir. Je crois que je commence à comprendre ce que je veux pour l'avenir. Il y avait une photographie de l'été précédant leur dispute. Théo souriant, les yeux au bord de l'eau, Aline à ses côtés, riant. Sur le revers, l'écriture de Théo. Nous construirons un jour un jardin pour elle. Le jardin pour Camille. Étienne sentit une douleur, une nostalgie intense, mêlée à une colère froide. Pourquoi n'avait-il pas cherché Aline? Pourquoi n'avait-il jamais su ce que vivait Théo? Pourquoi avait-il cru si longtemps que le silence était protection? Étienne contacta un détective privé, non pour des raisons légales, mais pour rassembler des preuves, des adresses, des lieux, des dates. Il voulait comprendre où Aline avait vécu, comment Camille avait grandi, avec quel courage, avec quelle privation. Il consulta les registres municipaux, les archives de l'hôpital, les témoignages voisins. Petit à petit, il reconstitua le chemin de Théo, une première rupture avec la famille, le refus d'Étienne de reconnaître Aline à un moment où le fils était fragile, les mensonges d'omission que chacun s'était imposés pour éviter la honte ou le jugement. Il découvrit que l'éloignement d'Aline était en partie dû à des influences extérieures, la famille d'Aline qui craignait les regards, les rumeurs, sa propre hésitation, son sentiment de ne pas être reçue, d'être une intruse dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Un après-midi, Étienne trouva dans un dossier oublié du cabinet d'avocats de Théo, témoin d'une querelle juridique lointaine, un document signé par Théo, acceptant certaines responsabilités. Le document mentionnait la pension, les soins, des frais médicaux concernant Aline. Il y avait des preuves que Théo avait versé ce qu'il pouvait, envoyé de l'argent quand cela lui était possible, parfois de façon sporadique, mais toujours avec un effort sincère. Il n'était pas le père absent que Étienne avait imaginé, mais un homme tenté, tiraillé, parfois dépassé par les exigences, enfermé dans son propre silence. Étienne passa la nuit à relire ces documents, les yeux rougis, le cœur en suspension. Il pensa à Aline. Que ressentirait-elle en apprenant qu'il avait su tardivement? Et Camille, que penserait-elle de ce grand-père qui avait ignoré sa souffrance sans le vouloir, mais ignorait tout de même? Il comprit qu'il fallait avancer avec précaution, humilité et franchise. Il ne s'agissait pas simplement de présenter des excuses. Il s'agissait de recomposer les morceaux brisés de leur histoire, de permettre à Camille de découvrir qui elle était, d'écouter Aline, de lui tendre la main non comme un bienfaiteur, mais comme un membre de la famille, en égal, avec ses fautes, ses regrets et sa volonté de réparer. Quand l'aube suivante pointa, Étienne savait ce qu'il ferait, se rendre à l'adresse identifiée du petit appartement d'Aline, frapper à la porte, ne pas forcer, mais dire la vérité. Ouverte ou fermée, la porte ne changerait pas ce qu'il était prêt à faire. Reconnaître Camille, soutenir Aline, être présent.
Ce ne serait pas une transformation instantanée, ni un pardon parfait, mais un commencement. Il savait aussi qu'il n'était pas seul à porter cette charge. Camille et Aline aussi, chacune à leur manière, vivaient avec les répercussions de ce passé. Et ce passé, désormais mis à jour, devenait le point de départ d'une possible réconciliation. Place aux questions, aux mots jamais dits, mais aussi à la possibilité d'un lien, fragile peut-être, mais authentique, entre un grand-père, une mère et une fille, unis non par l'absence, mais par la vérité. Il était à peine 10 heures du matin lorsqu'Étienne descendit du véhicule devant un immeuble modeste dans le 19e arrondissement. Le détective privé lui avait remis l'adresse exacte la veille, avec un ton neutre, presque inquiet. L'homme, d'habitude peu bavard, lui avait simplement dit « Préparez-vous à voir autre chose que ce que vous avez connu jusqu'ici ». Étienne n'avait rien répondu. Il avait simplement hoché la tête, emporté par une tension intérieure qu'il n'arrivait pas à dissiper. La façade de l'immeuble décrépit témoignait de décennies sans rénovation. Les boîtes aux lettres étaient cabossées, certaines sans nom, d'autres recouvertes de rubans adhésifs ou de cartons découpés. Il monta les marches étroites, chaque pas résonnant comme une déclaration de plus vers une vérité inévitable. Au 4e étage, il trouva la porte correspondante. Le palier sentait l'humidité et le linge mal séché. Il leva la main pour frapper, hésita, puis avant même que ses phalanges touchent le bois, la porte s'ouvrit brusquement. 2 hommes en tenue de secours sortaient précipitamment en transportant une civière. Étienne recula instinctivement. Il reconnut immédiatement le visage pâle d'Aline, inconsciente, allongée sur le brancard, les traits tirés, la peau terne, un masque à oxygène couvrant partiellement son visage. Les paramédicaux ne s'arrêtèrent pas, poussant la civière avec efficacité et concentration. Un 3e homme sortit derrière eux, tenant un sac de médicaments et un dossier. Étienne le saisit par le bras. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, déjà haletant. Le secouriste le regarda brièvement, évaluant l'homme devant lui. « Vous êtes de la famille ?»« Je suis le père du père de l'enfant, » dit-il, cherchant ses mots. « Je suis le grand-père. » L'homme acquiesça rapidement. La patiente a perdu connaissance il y a au moins 24 heures. La petite a appelé un voisin qui nous a prévenus. Il était temps. Étienne ouvrit grand les yeux. Il ne posa pas d'autres questions. Il descendit les escaliers à toute vitesse, sans sentir ses jambes, sans se soucier de sa posture. Une angoisse nouvelle l'envahissait. Aline, la seule personne qui aurait pu répondre à ses questions, la mère de Camille, était entre la vie et la mort, hospitalisée d'urgence. Il suivit l'ambulance dans sa voiture, les mains crispées sur le volant. Le silence à l'intérieur de l'habitacle n'était interrompu que par le bruit lointain de la sirène. Étienne ne pensait plus à son entreprise, à ses engagements, ni même à ses responsabilités passées. Son esprit était focalisé sur un seul fait. Il avait trouvé Camille, mais risquait de perdre Aline avant d'avoir pu lui dire un mot. À l'hôpital, les couloirs semblaient interminables. Un médecin lui expliqua que l'état d'Aline était sérieux. Malnutrition, déshydratation, dépression sévère. Elle s'était effondrée, physiquement et mentalement, probablement à bout de force. Étienne écoutait sans commenter, encaissant chaque mot comme un verdict. Il comprenait désormais que ces dernières années, pendant qu'il s'enfermait dans son silence, d'autres menèrent des combats dont il n'avait même pas soupçonné l'existence. Après avoir signé quelques formulaires, il s'assit dans la salle d'attente, son regard vide fixé sur les portes battantes de la salle de soins intensifs. Il ne remarqua même pas la présence de Camille, qui était restée avec une infirmière à l'accueil. Ce n'est qu'1 heure plus tard qu'elle s'approcha de lui. Elle ne pleurait pas. Elle avait ce regard dur que seuls les enfants ayant trop vu, trop vite, savent porter. « Ils vont la garder » demanda-t-elle d'une voix neutre. Étienne leva les yeux vers elle, peinant à répondre. « Oui, ils vont faire tout leur possible pour qu'elle aille mieux. » Camille hocha la tête. Elle s'assit à côté de lui, sans rien dire. Ils restèrent là, côte à côte, sans se toucher, sans parler davantage. Après quelques minutes, Étienne se pencha vers elle. « Tu veux venir avec moi ce soir? Je peux t'héberger. Tu auras un lit, de quoi manger. Juste le temps que ta maman aille mieux. » Camille hésita. Elle regarda autour d'elle, puis hocha la tête lentement. Elle était fatiguée. Trop fatiguée pour résister. Étienne ne vit pas cela comme une victoire, mais comme un appel silencieux à la responsabilité. Il téléphona à son chauffeur, fit transférer quelques affaires d'urgence pour la petite
Puis ils quittèrent l'hôpital en fin d'après-midi. À l'intérieur de son appartement, Camille s'arrêta sur le seuil du salon. Elle observa les murs impeccables, les meubles anciens, les tableaux au cadre doré. Tout était si loin de ce qu'elle connaissait. Elle n'osa pas s'avancer. Étienne lui montra la chambre d'amis, le placard, les draps propres, les livres pour enfants qu'il avait fait acheter en urgence par son assistante. Elle ne disait rien, mais il lisait l'étonnement dans ses yeux. Elle ne demandait rien, mais chaque regard semblait chargé d'une attente qu'elle ne formulait pas. Le soir, il la laissa seule dans la chambre, entr'ouvrit la porte pour qu'elle ne se sente pas enfermée. Il s'assit dans son propre salon, un verre d'eau à la main, le cœur lourd. Il pensait à Aline. Il n'avait jamais voulu de guerre entre eux. En réalité, il ne l'avait jamais connue. Elle avait été une abstraction, un nom cité avec frustration dans une lettre de Théo, une silhouette sur une photo oubliée. Maintenant, elle devenait centrale, vitale. Son absence pesait autant que sa présence pourrait tout changer. Si elle ne survivait pas, Camille serait seule, et cette idée lui semblait insupportable. Avant d'aller se coucher, il entra dans la chambre d'amis. Camille dormait, recroquevillée tenant son sac contre elle comme une barrière. Il s'approcha, la regarda un long moment. Puis, à voix basse, il murmura « Je suis là, Camille, et je ne partirai pas ». Il quitta la pièce sans faire de bruit, laissant la porte entr'ouverte. Pour la première fois depuis des années, il sentit que quelque chose changeait en lui. Pas une transformation spectaculaire, mais une fissure, une faille dans l'armure. Une forme de responsabilité prenait racine. Et malgré le chaos des événements, il se savait désormais engagé. Non par devoir, mais par attachement. Le lendemain matin, Paris se réveillait lentement. Et dans le silence de l'appartement d'Étienne Morel, une routine inhabituelle se dessinait. Dans la chambre d'amis, Camille dormait encore, recroquevillée, tandis qu'Étienne, déjà levé, préparait lui-même le petit déjeuner. Il n'avait pas cuisiné depuis des années, préférant laisser cette tâche à son personnel, mais ce matin-là, il ressentait le besoin de faire les choses par lui-même. Il mit du pain à griller, fit chauffer du lait, disposa des fruits frais sur une assiette, tout cela dans un silence presque religieux, comme s'il exécutait un rite nouveau, fragile, mais sincère. Lorsque Camille entra dans la cuisine, pieds nus, les cheveux en désordre, elle s'arrêta un instant, visiblement déconcertée par le calme du lieu et l'odeur inhabituelle. Étienne la regarda sans rien dire, puis lui désigna la chaise en face de lui. Elle s'assit lentement et commença à manger sans poser de questions. Leurs échanges verbaux restaient limités, mais dans les gestes, quelque chose s'instaurait. Une forme de respect mutuel, une observation prudente, un début d'acceptation. La journée s'écoula avec lenteur. Étienne annula ses rendez-vous professionnels, demanda à son assistant de ne transmettre aucun appel. Il voulait être là. Il ne savait pas encore comment s'y prendre, mais il savait qu'il ne pouvait pas répéter les erreurs du passé. Camille ne disait pas grand-chose. Elle observait tout, les tableaux, les objets, la disposition des meubles. Elle touchait peu, comme si elle avait peur d'abîmer quelque chose. Étienne, lui, la regardait évoluer avec une curiosité mêlée d'émotion. Elle avait les mêmes gestes que Théo enfant, la même façon de marcher vite puis de s'arrêter net, la même manie de froncer les sourcils quand elle réfléchissait. En début d'après-midi, il l'emmena au jardin du Luxembourg. Ils marchèrent en silence, entourés de familles, de promeneurs, de rires d'enfants. Camille semblait hésitante, comme si ce luxe soudain l'éloignait encore plus de sa réalité. Elle ne courait pas, ne criait pas. Elle restait près de lui, regardant les autres enfants jouer comme on observe une scène lointaine. Étienne acheta une glace, la lui tendit. Elle le remercia simplement d'un regard, puis s'assit sur un banc. Ils restèrent là longtemps, sans mots inutiles. Le soir venu, de retour à l'appartement, il lui proposa de choisir un film. Elle répondit par un léger haussement d'épaule. Il en lança un vieux dessin animé. À mi-parcours, il la surprit à sourire discrètement. Ce fut le premier vrai signe d'émotion depuis son arrivée. Étienne ressentit une chaleur diffuse. Il ne fit pas de commentaires, de peur de briser le moment. Les jours suivants suivirent un rythme semblable. Étienne accompagnait Camille à l'école, après avoir trouvé une solution temporaire avec la direction d'un établissement privé qui accepta de l'accueillir, vu la situation d'urgence. Il expliqua sans entrer dans les détails qu'il s'agissait de sa petite fille et qu'un arrangement officiel serait mis en place dès que possible. Camille accepta cette nouvelle école sans protester. Elle ne posait pas de questions, mais absorbait tout comme si elle cherchait à comprendre.
à déchiffrer ce nouveau monde qui s'ouvrait devant elle. Le soir, ils dînaient ensemble, parfois en silence, parfois avec quelques échanges simples sur ce qu'elle avait vu ou entendu. Étienne apprenait à lui parler sans imposer, à écouter sans interrompre. Il comprenait avec une lucidité douloureuse que le lien avec Théo avait échoué parce qu'il n'avait jamais su créer cet espace de confiance. Avec Camille, il avait une seconde chance, et il comptait ne pas la gâcher. Il fit venir un médecin pour évaluer l'état de santé de Camille. L'enfant se laissa ausculter sans résistance. Elle avait une carence en fer, quelques troubles digestifs liés à une alimentation irrégulière, mais rien de grave. Elle était solide, résiliente. Le médecin, un homme d'âge mûr habitué aux cas d'enfants en situation précaire, lui fit un compte-rendu précis, puis ajouta à voix basse « Elle ne dit pas grand-chose, mais elle comprend tout. Et elle observe. Faites attention à ce que vous montrez, même sans parole. » À l'hôpital, l'état d'Aline restait préoccupant. Elle était toujours inconsciente, sous surveillance. Étienne s'y rendait discrètement, parfois seul, parfois avec Camille, quand elle le demandait. La fillette restait au pied du lit, immobile, regardant sa mère sans un mot. Étienne ne l'interrompait pas. Il respectait cette intimité, cette douleur qu'il ne pouvait ni soulager ni partager. Un soir, alors qu'ils rentrèrent de l'hôpital, Camille lui posa une question inattendue. « Pourquoi tu n'étais pas là quand j'étais bébé ?» Étienne fut pris de court. Il s'arrêta sur le trottoir, la regarda longuement puis répondit avec honnêteté « Parce que je ne savais pas que tu existais, et parce que ton père et moi, on ne se parlait plus. J'ai fait des erreurs, beaucoup. Mais si j'avais su, je serais venu, je te le promets. » Elle ne répondit pas. Elle reprit sa marche, lentement. Il la suivit. Ils rentrèrent chez lui comme s'il ne s'était rien passé, mais en réalité, cette question et cette réponse venèrent de marquer un tournant. Camille commençait à s'ouvrir, à poser des jalons. Étienne, lui, mesurait l'ampleur de ce qu'il devait réparer. Il n'était pas question de remplacer un père disparu ni de jouer un rôle. Il s'agissait d'être là, vraiment, chaque jour, dans les détails, dans la constance. Il commença à lire des livres sur l'éducation, à consulter discrètement une psychologue pour savoir comment accompagner Camille sans la brusquer. Il voulait comprendre comment parler du passé, comment éviter les maladresses. Il savait que la confiance ne se gagnait pas avec des cadeaux ni des promesses, mais avec de la présence, du respect, du temps. Et peu à peu, sans qu'il s'en rende compte, un lien se tissait. Il n'était pas encore solide, ni parfait, mais il existait. Dans les silences partagés, dans les routines nouvelles, dans les regards furtifs, dans les gestes simples. Étienne, en regardant Camille dessiner un soir, vit un trait, une couleur, un angle qui lui rappelèrent immédiatement Théo. Il ne dit rien, mais un sourire discret se dessina sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus totalement seul. Le jour où Aline ouvrit les yeux à l'hôpital, tout sembla s'arrêter. Étienne était dans la salle d'attente, lisant distraitement un journal quand une infirmière vint lui annoncer que la patiente était consciente. Il se leva aussitôt, remerciant à peine, et se dirigea vers la chambre sans réfléchir. Mais lorsqu'il passa le seuil et vit Aline, pâle mais éveillée, son regard fixé au plafond, il s'immobilisa. Elle tourna lentement la tête vers lui. L'instant aurait pu être tendre, empreint d'un soulagement partagé, d'une reconnaissance mutuelle pour avoir tenu bon. Mais ce n'est pas ce qui se produisit. Le regard d'Aline se durcit dès qu'elle le reconnut. Elle ne dit rien au début, mais ses yeux parlaient clairement. Elle n'attendait rien de lui, et surtout pas de la compréhension. Étienne s'approcha prudemment, s'arrêta à bonne distance du lit. « Je suis venu dès que j'ai appris, dit-il doucement. Camille est chez moi. Elle va bien. » Aline le fixa sans cligner des yeux. « Chez toi ?» répéta-t-elle, la voix rauque. Il hocha la tête. « Oui, elle m'a suivi. Je voulais m'assurer qu'elle ait un toit, un repas, quelqu'un à ses côtés pendant ton hospitalisation. » Aline grimaça, tenta de se redresser, mais retomba contre l'oreiller. La colère monta, visible dans ses traits fatigués. « Et tu crois que ça efface quoi que ce soit? Tu crois qu'on peut effacer des années avec un lit propre et une assiette chaude ?» Étienne s'attendait à des reproches, mais pas à cette violence contenue, glaciale, douloureusement précise. Il se força à ne pas reculer, à soutenir le regard. « Non, je ne crois pas que ça efface quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour me faire pardonner. Je suis là parce que Camille est ma petite fille et que je ne savais rien d'elle. Si j'avais su... »
Aline éclata d'un rire bref, sec. « Si tu avais su. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu parles comme si tout ça était un accident, une maladresse. Théo t'a écrit. Il t'a appelé. Il t'a tendu la main. Tu as tourné le dos. » Étienne sentit ses jambes faiblir. Il s'assit doucement sur la chaise près du lit. Il baissa les yeux, puis releva la tête. « Je n'ai jamais reçu ces lettres. Je les ai retrouvées il y a peu, dans une boîte oubliée. Certaines n'avaient même pas été ouvertes. J'ai été orgueilleux. J'ai cru que le silence était la meilleure réponse. J'ai eu tort. Mais je t'en supplie, ne fais pas payer à Camille mes erreurs. » Le nom de Camille sembla briser momentanément la barrière. Aline détourna les yeux, fixant un point d'invisible sur le mur. Un long silence suivit. Lorsqu'elle parla à nouveau, sa voix était plus basse, mais non moins tranchante. « Tu veux maintenant jouer au grand-père exemplaire? Elle a 8 ans, Étienne. 8 ans à vivre dans des conditions que tu ne peux même pas imaginer. Et toi, pendant tout ce temps, tu vivais dans ton confort, entouré d'œuvres d'art et de domestiques. Tu veux l'aimer maintenant. Parce que c'est facile d'aimer une enfant quand elle est calme et polie. Mais où étais-tu quand elle pleurait la nuit, parce qu'on n'avait pas de chauffage? Quand je devais choisir entre ses médicaments et mon repas? Chaque mot tombait comme une lame, précis, irréfutable. Étienne encaissait, le regard fixe, incapable de se défendre. Elle avait raison. Rien de ce qu'il pourrait dire ne suffirait. Il était arrivé trop tard. Il ne pouvait pas effacer l'absence, ni la douleur, ni la solitude de ces années. Mais il pouvait rester, affronter. Et il le ferait. Je ne cherche pas à me racheter. Mais je suis là maintenant. Et je veux qu'elle sache qu'elle n'est plus seule. Aline tourna lentement la tête vers lui, le regard fatigué mais plus calme. « Tu veux vraiment faire ça? Être là? Tu es prêt à la voir souffrir, à entendre ses silences, à supporter qu'elle te rejette parfois parce qu'elle ne comprendra pas tout de suite? Tu veux vraiment l'accompagner jusqu'au bout? »« Oui, » répondit-il sans hésiter. Elle soupira. Elle ferma les yeux un moment comme si elle cherchait à retrouver une énergie qu'elle n'avait plus. « Je te préviens, je ne vais pas t'en faciliter la tâche. Je ne vais pas te remercier non plus. Je n'ai pas envie de rejouer une scène de pardon. Mais si Camille a besoin de toi, je ne l'empêcherai pas. Pas pour elle. Parce que je ne veux pas qu'elle grandisse en se sentant rejetée. Elle mérite mieux que ça. » Étienne acquiesça, reconnaissant. Il se leva. « Je reviendrai demain. Avec elle, si tu veux. » « Laisse-lui le choix, » répondit Aline en rouvrant les yeux. Elle a appris à décider seule. Ne brise pas ça. Le soir même, de retour à l'appartement, Étienne raconta à Camille que sa mère s'était réveillée. Il lui dit qu'elle allait mieux, qu'elle avait demandé de ses nouvelles. Camille resta silencieuse, mais un frémissement passa sur son visage. Elle posa une seule question. « Elle est en colère contre toi ?»« Oui, » répondit-il. « Et elle a toutes les raisons de l'être, mais elle t'aime. Ça, je l'ai vu dans ses yeux. » Camille ne répondit pas. Elle se leva de table et alla dans sa chambre. Étienne la laissa tranquille. Il savait que cette nuit serait difficile pour elle, pleine de pensées qu'il ne pourrait pas contrôler. Mais au fond, il comprenait que ce rejet d'Aline, aussi douloureux fût-il, était aussi un pas vers l'authenticité. Il fallait que chacun dise sa vérité, que les comptes soient faits. Ce n'était qu'ainsi qu'il pourrait peut-être un jour bâtir quelque chose de plus solide que le silence et le remords. Une semaine s'était écoulée depuis que Camille avait rejoint la maison d'Étienne et 3 jours depuis le réveil d'Aline à l'hôpital. Les visites étaient devenues régulières, mais toujours brèves. Camille n'osait pas rester longtemps et Aline, encore affaiblie, semblait partagée entre la reconnaissance muette et une distance farouche. Étienne respectait le rythme de chacune sans chercher à forcer les retrouvailles ni les dialogues prolongés. Il avait compris dans le regard d'Aline que chaque mot avait un poids, que la confiance ne se redemandait pas. Elle se reconstruisait ou elle disparaissait. Ce matin-là, alors qu'il était seul dans son bureau, Étienne se laissa aller à une impulsion qu'il avait longtemps repoussée. Il décida de rouvrir l'un des cartons qu'il n'avait pas osé fouiller depuis la mort de Théo. Un carton placé au fond d'un placard de son ancien bureau, fermé par un simple ruban adhésif, presque poussiéreux. Il se souvenait du jour où il l'avait rangé là, le lendemain des funérailles. À l'époque, il n'avait pas voulu affronter les souvenirs, encore moins les explications. Il croyait que le temps ferait son travail. Il avait préféré enterrer le passé avec son fils, persuadé qu'il n'y avait rien de bon à fouiller dans les restes d'une relation qu'il jugeait brisée. Mais maintenant, avec Camille à ses côtés, avec Aline à l'hôpital, avec tout ce qu'il avait découvert,
Il savait qu'il ne pouvait plus se permettre d'ignorer ce qu'il restait à comprendre. Il ouvrit le carton avec précaution. À l'intérieur, des carnets de croquis, des feuilles détachées, des enveloppes au timbre défraîchi. Il en prit une au hasard. L'écriture était reconnaissable entre mille, celle de Théo. Il l'ouvrit avec des gestes tremblants, le cœur battant. La lettre, écrite à la main, datait de 6 ans auparavant. Théo y racontait sa vie dans un petit appartement de la rue des Pyrénées, ses projets d'exposition, ses doutes, ses douleurs. Il parlait d'Aline, de leurs difficultés, mais aussi de leur amour. Il écrivait « Je sais que tu ne comprends pas mes choix, mais j'aurais aimé que tu essaies. Aline n'a rien à voir avec nos disputes. Elle essaie juste de me soutenir. Elle est enceinte, et je ne veux pas rater ça. » Étienne sentit un frisson le parcourir. Il lut la suite, plus hésitante, plus douloureuse. « Je ne veux pas que mon enfant grandisse sans grand-père. Même si tu ne veux plus me voir, je veux que tu saches qu'elle existe. Je l'appellerai Camille. » Il posa la lettre, abasourdi. Il en ouvrit une autre, plus ancienne. Là encore, Théo lui tendait la main, d'une manière maladroite peut-être, mais sincère. Il parlait de leur conflit, de son envie de revenir, de son sentiment d'échec, de son besoin de reconnaissance. « Je sais que je ne suis pas ce que tu voulais, mais je suis toujours ton fils. » Étienne se sentit pris d'un vertige. Chaque lettre était un coup de poignard, une preuve tangible qu'il avait tourné le dos non à un fils perdu dans ses illusions, mais à un homme en recherche d'équilibre, de pardon, de lien. Dans une autre enveloppe, il trouva un dessin. Camille, encore bébé, dans les bras de sa mère. Un croquis au fusain, délicat, précis, émouvant. Au dos, une phrase simple. « Voilà ce que je n'ai pas raté. » Étienne resta longtemps à observer ce dessin. Il se demanda combien de fois Théo avait tenté de le joindre, combien de lettres étaient restées sans réponse. Il compta au moins 7 enveloppes jamais ouvertes, toutes rangées dans ce carton, oubliées par négligence, ou peut-être volontairement écartées à l'époque où son orgueil parlait plus fort que ses émotions. Il se leva lentement, alla s'asseoir dans le salon. Camille était dans sa chambre, silencieuse. Il ne savait pas encore s'il devait lui montrer ses lettres. Pas tout de suite, mais il devait faire quelque chose. Il devait faire comprendre à Aline qu'il n'avait pas ignoré par cruauté, mais par faiblesse, par peur, par aveuglement. Il décida de rapporter une des lettres à l'hôpital, celle où Théo annonçait la grossesse. Il ne comptait pas l'imposer à Aline, mais il voulait qu'elle sache qu'il avait enfin lu ce que son fils avait tenté de lui dire. À l'hôpital, il attendit qu'Aline soit seule. Il frappa doucement, entra. Elle était éveillée, fatiguée, mais plus alerte que les jours précédents. Il sortit la lettre de sa poche intérieure, la posa sur la table de chevet sans un mot. Elle la regarda, puis lui lança un regard interrogateur. « J'ai retrouvé ça dans mes affaires. Théo t'y mentionne. Et Camille, je ne l'avais jamais ouverte. Je veux que tu saches que j'ai lu. Enfin. » Aline le fixa longuement, puis elle prit la lettre sans l'ouvrir tout de suite. Elle la garda dans sa main, fermée. « Ça ne change rien à ce qu'on a vécu, » dit-elle doucement. « Non, » admit Étienne. « Mais ça me fait comprendre ce que j'ai raté. » Elle détourna les yeux. Un silence inconfortable s'installa, mais il n'était plus hostile. Il ressemblait davantage à une trêve tacite, à une forme de reconnaissance mutuelle de ce qui avait été et de ce qui ne pouvait plus être. Avant de partir, Étienne s'arrêta à la porte. « Camille te ressemble, mais elle a les gestes de Théo. Elle est forte, elle observe tout. Elle mérite qu'on la protège ensemble. » Aline ne répondit pas, mais son regard s'adoucit légèrement. De retour chez lui, Étienne trouva Camille assise à la table, un cahier ouvert devant elle. Elle dessinait en silence, concentrée. Il s'approcha, vit qu'elle dessinait un homme debout, tenant la main d'une petite fille. Le trait était simple, mais le message évident. Il s'assit en face d'elle, sans parler. Elle leva les yeux vers lui tendit le crayon. « Tu veux dessiner aussi ?» Il prit le crayon, maladroitement, traça un soleil dans un coin de la page. Camille sourit légèrement. Ce soir-là, dans une boîte en bois qu'il garda près de son lit, Étienne rangea toutes les lettres de Théo. Pas pour les oublier, mais pour qu'un jour, Camille puisse les lire à son tour, au moment où elle serait prête à comprendre toute l'histoire. Pas seulement les douleurs, mais aussi les tentatives, les regrets et l'amour. Les semaines qui suivirent furent marquées par une tension grandissante. Aline, bien que convalescente, reprenait lentement des forces.
Son corps répondait aux soins, mais son esprit restait profondément marqué par des années de solitude, de lutte, et surtout par l'amertume d'avoir élevé Camille sans aide, dans l'ombre d'un homme qu'elle avait aimé, puis perdu, et d'une famille qui l'avait ignorée. Étienne, de son côté, poursuivait avec rigueur son engagement auprès de sa petite-fille. Il l'accompagnait à l'école, supervisait ses repas, organisait ses rendez-vous médicaux et participait discrètement à ses activités du quotidien. Il ne tentait pas de s'imposer, mais se rendait disponible, patient et observateur. Il ne cherchait pas à se faire aimer, seulement à être utile, à combler un vide dont il prenait maintenant pleinement conscience. Mais cette stabilité apparente fut brusquement remise en question lorsqu'un courrier officiel arriva au domicile d'Étienne. L'enveloppe était cachetée au nom du tribunal de grande instance de Paris. À l'intérieur, une assignation à comparaître. Aline demandait la garde exclusive de Camille, ainsi qu'une mesure de non-rapprochement temporaire à l'encontre d'Étienne, le temps que la justice évalue la situation. Il lut les mots sans bouger, sentant un frisson d'incompréhension le parcourir. Il relut plusieurs fois le document, espérant y trouver une erreur, un malentendu. Mais non, les termes étaient clairs. Aline ne voulait pas qu'il soit impliqué dans la vie de sa fille, du moins pas sans supervision judiciaire. Le coup fut rude. Il sentit, pour la première fois depuis longtemps, une colère sourde monter en lui. Non pas contre Aline, mais contre l'injustice du moment. Il avait accepté ses torts, avait reconnu ses erreurs, avait agi avec sincérité. Et malgré cela, il se retrouvait de nouveau tenu à l'écart. Il pensa à Camille. Il pensa à ses sourires timides, à ses dessins, à ses silences qui commençaient à s'ouvrir. Il pensa à ce lien naissant qu'on menaçait maintenant d'interrompre par une décision administrative. Il consulta un avocat, un homme sobre, efficace, qui lut le dossier sans froncer les sourcils. L'homme lui posa quelques questions simples, puis conclut. « Vous avez un avantage certain. Vous n'êtes pas en conflit avec la mère. Vous avez accueilli l'enfant en situation d'urgence. Vous avez des moyens stables. Et surtout, l'enfant semble s'être adapté. Mais attention, la justice familiale n'est pas toujours prévisible. Il faudra convaincre sans heurter. » Étienne hocha la tête. Il ne voulait pas se battre. Il ne voulait pas traîner Aline dans un conflit. Mais il ne pouvait pas non plus abandonner Camille, surtout maintenant. Il savait que si elle retournait vivre dans un climat d'instabilité, elle pourrait s'effondrer. Ce n'était pas une question d'argent ou de confort. C'était une question de présence, de constance, de confiance. Le jour de l'audience arriva. Le tribunal, impersonnel et froid, ne favorisait pas les élans affectifs. Étienne arriva en avance, vêtu d'un costume sobre. Camille, restée avec une assistante sociale pendant la procédure, n'assisterait pas à l'audience. Seuls Aline, son avocate, Étienne et son propre conseil seraient présents. Lorsqu'Aline entra dans la salle, elle évita son regard. Elle était pâle, mais droite, déterminée. L'audience débuta, les arguments furent exposés. L'avocate d'Aline parla de souffrances passées, de l'abandon, du manque de soutien, de l'inquiétude face à un lien brutalement imposé. Elle évoqua les antécédents d'Étienne, ses absences, son silence pendant la grossesse, les années perdues. Puis ce fut au tour de l'avocat d'Étienne. Il parla avec retenue, exposant les faits récents, la prise en charge immédiate, l'hébergement, la scolarisation, les soins médicaux, les liens affectifs. Il ne nia pas les fautes du passé, mais insista sur le changement visible, sur la volonté d'agir, sur le respect manifesté envers Aline. Puis, le juge donna la parole à Étienne. Il se leva, les mains posées sur la table, et parla avec calme. « J'ai été un père médiocre. J'ai perdu mon fils avant même sa mort. Par orgueil, par rigidité, j'ai fermé toutes les portes, et j'ai porté cette faute en silence. Mais aujourd'hui, je refuse de commettre la même erreur avec Camille. Je ne cherche pas à l'apprendre. Je ne veux pas remplacer sa mère. Je veux seulement être là, être un repère, une présence stable. Si elle veut me rejeter, elle en aura le droit. Mais qu'on ne l'en prive pas sans lui donner la possibilité de choisir. Je ne demande pas la garde. Je demande le droit de l'aimer, sans entrave. » Un silence s'installa. Le juge hocha lentement la tête, puis annonça qu'il rendrait sa décision dans les jours suivants. Mais en attendant, il proposait une solution intermédiaire, une résidence principale chez la mère dès sa sortie de l'hôpital et une garde alternée sous surveillance éducative avec médiation familiale obligatoire. Aline accepta, non sans réserve.
Étienne, soulagé, remercia d'un simple signe de tête. De retour chez lui, il retrouva Camille assise sur le canapé, un livre à la main. Elle leva les yeux vers lui, interrogative. Il s'agenouilla devant elle. « Tu vas retourner vivre avec ta maman bientôt, mais je pourrai continuer à te voir. Souvent. On fera les choses bien. Pour toi. » Elle hocha la tête, puis posa sa main sur celle d'Étienne. Un geste simple, mais chargé de sens. Elle ne disait rien, mais elle comprenait. Elle sentait que quelque chose avait été sauvé, que malgré la complexité des adultes, elle ne serait plus jamais seule à porter ses silences. Et cela, pour elle comme pour lui, suffisait à justifier chaque effort. Le mercredi après-midi, Étienne emmena Camille au parc Montsouris, un lieu paisible qu'il avait lui-même fréquenté des décennies plus tôt avec Théo lorsqu'il était encore enfant. Il pensait que l'endroit, à la fois vaste et discret, permettrait à la fillette de se détendre, de respirer, de profiter d'un moment hors du tumulte de sa vie récente. Depuis la décision provisoire du tribunal, la routine s'était stabilisée. Camille passait du temps avec sa mère à l'hôpital, toujours dans un cadre supervisé, et continuait de vivre une partie de la semaine chez Étienne, selon les modalités dictées par la justice. Mais cette stabilité restait précaire, suspendue à la moindre tension, au moindre malentendu entre les adultes. Ce jour-là, il faisait doux, et le parc était animé, mais pas bondé. Étienne, assis sur un banc, regardait Camille jouer près des arbres, un carnet de dessin à la main. Il la laissait libre tout en gardant un œil attentif. Il ne s'éloignait jamais trop. Il l'avait vue évoluer, changer, gagner en confiance. Elle parlait davantage, elle posait plus de questions, elle riait même parfois. Mais elle restait prudente. Une prudence enracinée, comme si elle craignait que le bonheur ne soit qu'un prêt à durée limitée. Il se leva pour lui acheter une boisson fraîche. Cela prit moins de 5 minutes. Lorsqu'il revint, Camille n'était plus là. Le carnet gisait sur le banc, abandonné. Il regarda autour de lui, d'abord sans panique. Il pensa qu'elle s'était simplement déplacée. Il appela son prénom. Une fois, 2 fois. Personne ne répondit. Il fit rapidement le tour du périmètre. Rien. Le calme qu'il tentait de conserver commença à se fissurer. Il chercha dans les toilettes du parc, près des jeux d'enfants, dans les buissons. Il interpella un agent municipal, décrivit la fillette, son âge, ses vêtements. L'agent lui répondit avec sérieux mais sans alarme. Peut-être avait-elle suivi un autre enfant. Peut-être s'était-elle éloignée d'elle-même. Mais Étienne savait que Camille n'agissait jamais de manière impulsive. Elle était réfléchie, toujours sur ses gardes. Une disparition sans explication ne lui ressemblait pas. Il appela immédiatement Aline. Sa voix était agitée, mais contrôlée. Elle était déjà au courant. Camille n'avait pas disparu sans laisser de traces. Elle avait laissé un mot chez Étienne sur son oreiller, retrouvé par l'assistante sociale de passage. « Je vais voir papa. Je reviens vite. » Aucun détail. Juste cette phrase, posée avec la plus grande des simplicités. Étienne comprit instantanément. Il monta dans sa voiture et prit la direction du Père Lachaise. Il n'avait pas besoin de réfléchir. Il savait. Aline, prévenue entre-temps, décida de le rejoindre. Ils n'échangèrent que quelques mots au téléphone. Cette fois, ils étaient unis dans la même urgence. Retrouver leur fille, leur petite fille. Ils arrivèrent presque en même temps au cimetière. Le gardien, d'abord réticent à laisser entrer des visiteurs en dehors des horaires habituels, accepta devant leur insistance et l'état manifeste d'inquiétude dans leurs regards. Ils traversèrent les allées à grands pas, évitant les stèles, contournant les arbres, jusqu'à la tombe de Théo. Et là, assise sur le sol, les jambes croisées, les mains jointes sur ses genoux, Camille les attendait. Elle ne pleurait pas. Elle ne semblait pas perdue. Elle les regarda approcher, puis détourna les yeux vers la pierre tombale. Entre ses doigts, un petit papier plié. Elle le tendit à Étienne sans un mot. Il le prit, l'ouvrit lentement. L'écriture était maladroite, enfantine, mais les mots clairs. « Papa, aide-les à ne plus se disputer. Je t'aime. Aide maman et papy à rester amis. » Il resta figé. À côté de lui, Aline avait lu aussi. Elle ne disait rien, mais ses yeux s'embuèrent. Camille les regarda enfin, ses yeux grands ouverts, brillants d'une intensité bouleversante. Je voulais juste lui parler. Je lui parle parfois dans ma tête, mais là, je voulais venir. Pour de vrai. Étienne s'agenouilla à côté d'elle. Aline fit de même. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Le silence n'était pas vide.
Il était plein de reconnaissance, de fatigue, de soulagement. Une trêve. Camille, entre eux, posa une main sur celle de son grand-père, puis sur celle de sa mère. Elle les rapprocha sans un mot. Les mains se touchèrent brièvement. « Il me manque, dit-elle simplement, mais je suis contente d'avoir vous deux maintenant. Même si vous ne vous aimez pas, c'est pas grave. » Cette phrase, dite sans reproche, sans espoir naïf, eut sur Aline un effet inattendu. Elle baissa la tête, ses épaules se relâchèrent. Elle posa sa main sur l'épaule de Camille, puis regarda Étienne sans hostilité pour la première fois. Elle murmura « Je ne voulais pas qu'elle grandisse entre deux mondes, je voulais la protéger. » Étienne hocha lentement la tête. « Je sais, et tu as fait ce que je n'ai pas su faire. » Ils restèrent là encore quelques minutes. Puis Aline se leva. Camille prit la main de son grand-père. Ensemble, ils sortirent du cimetière. Il n'y eut pas de promesses, ni de grandes déclarations. Mais un pacte silencieux venait de naître. Un respect, une volonté de faire mieux à trois sans effacer le passé, mais sans le laisser dicter l'avenir. Le lendemain, Camille reprit le chemin de l'école avec une légèreté nouvelle. Elle dessina ce soir-là un arbre aux racines longues, profondes, et deux mains qui se rejoignaient à son sommet. Elle ne l'expliqua pas. Étienne le comprit. Aline aussi. Ce que Camille leur avait offert ce jour-là n'était pas un miracle, ni un caprice d'enfant. C'était un message clair. Elle ne voulait pas choisir entre deux absences. Elle voulait construire avec eux, à leur rythme, mais ensemble. Après l'épisode du cimetière, une forme d'équilibre commença lentement à se dessiner entre Aline, Étienne et Camille. Il ne s'agissait pas d'un revirement brutal ni d'une réconciliation immédiate, mais d'une série de petits gestes, de décisions mesurées, d'ajustements quotidiens qui permettaient enfin à chacun de respirer dans un espace plus apaisé. Le tribunal, informé de la stabilité apparente et de la collaboration croissante entre les deux adultes, avait assoupli les conditions de surveillance. La médiation familiale s'était poursuivie dans un climat de respect, sans hostilité, avec une volonté partagée, celle de préserver l'intérêt de Camille au-dessus des blessures passées. Aline avait quitté l'hôpital, encore fragile physiquement, mais mentalement plus présente. Elle vivait dans un petit appartement temporairement mis à disposition par un organisme social que l'avocat d'Étienne avait contacté en urgence. Étienne, de son côté, avait proposé une aide discrète pour l'ameublement et les besoins de première nécessité. Aline n'avait pas accepté tout de suite. Elle avait même refusé plusieurs offres, par orgueil ou peut-être par peur de devenir dépendante. Mais elle avait fini par reconnaître que Camille méritait mieux que des compromis précaires. Camille vivait désormais selon un rythme partagé. Une semaine sur deux, elle restait chez sa mère dans ce nouvel appartement, décoré avec soin, où Aline avait veillé à lui créer un espace personnel, même modeste. Les autres semaines, elle vivait chez Étienne dans une chambre qu'il avait entièrement réaménagée selon ses goûts. Un mur avait été peint d'un bleu doux, des étagères installées pour ses livres et un coin dessin qu'elle utilisait chaque soir. Elle se sentait à l'aise dans les deux univers. Elle ne choisissait pas entre sa mère et son grand-père. Elle les fréquentait différemment, mais avec le même attachement. À l'école, les professeurs remarquèrent un changement notable. Camille, autrefois discrète, observatrice, participait davantage. Elle posait des questions, elle riait avec ses camarades, elle partageait ses dessins, parfois même ses souvenirs. Elle évoquait son père sans douleur apparente, avec des phrases simples mais pleines de vie. Il aimait dessiner comme moi. Il connaissait tous les noms des arbres. Il me regardait de loin, j'en suis sûr. Ses enseignants, informés de sa situation, faisaient preuve de bienveillance sans excès. Ils lui offraient de la structure nécessaire pour continuer à grandir avec sérénité. Étienne, pour sa part, découvrait ce que signifiait être présent sans être envahissant. Il avait cessé d'essayer de tout contrôler. Il ne cherchait plus à prouver qu'il était un bon grand-père. Il se contentait d'être là. Il attendait que Camille vienne à lui, qu'elle demande son aide, qu'elle partage ses pensées. Et cela arrivait, lentement, mais sûrement. Un jour, elle entra dans son bureau et lui demanda de lui expliquer comment fonctionnait un plan d'architecte. Une autre fois, elle lui demanda de lui montrer où son père travaillait quand il était jeune. Il acceptait chacune de ses demandes comme un cadeau, sans jamais forcer la main. Aline, elle aussi, changeait. Moins méfiante, moins sur la défensive. Elle avait accepté une thérapie proposée par l'assistante sociale dans le but d'aborder les traumatismes du passé. Elle n'en parlait pas ouvertement, mais Étienne avait perçu des changements subtils,
des gestes plus fluides, des silences moins lourds, des regards plus directs. Lors de leurs échanges autour de Camille, elle ne coupait plus la parole, elle écoutait. Elle demandait parfois conseil, et elle en donnait aussi. Ils ne se voyaient pas en amis, mais en coéquipiers. Ils avaient chacun un rôle, une fonction, une responsabilité. Ce n'était pas la famille rêvée, mais c'était une construction réelle à leur image. Chaque vendredi soir, une nouvelle habitude s'était installée. Camille dînait avec eux deux, en terrain neutre. Un petit restaurant italien du 11e arrondissement, simple, chaleureux, discret. Aline y arrivait la première, Étienne la rejoignait. Camille choisissait toujours le plat pour eux trois, comme un rituel. Ils parlèrent de la semaine, des devoirs, des projets, parfois du passé. Ces repas, d'abord un peu tendus, étaient devenus un moment d'ancrage. Ils riaient parfois, ils se taisaient souvent, mais ils étaient ensemble. Un jour, Aline proposa que Camille participe à un atelier artistique dans un centre culturel local. Étienne s'occupa de l'inscription. Camille s'y rendit avec enthousiasme. Là-bas, elle découvrit d'autres enfants, d'autres univers. Elle montra ses dessins. L'animatrice, une artiste retraitée au regard vif, lui dit simplement « Tu as un style à toi, garde-le ». Ce commentaire marqua Camille. Elle le répéta à Étienne le soir même, puis à sa mère. Ce fut une petite victoire, mais elle en parla plusieurs jours. Étienne commença à classer les dessins de Camille dans des pochettes. Il n'en parla à personne. Il gardait cela comme une trace, une mémoire en construction. Il voyait dans chaque trait une expression, un sentiment, un lien. Il n'avait jamais pris le temps de le faire avec Théo. Il se disait que c'était peut-être une manière, maladroite mais sincère, de réparer, pas de rattraper, juste de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Dans les échanges entre Aline et Étienne, le prénom de Théo revenait parfois. D'abord avec prudence, puis plus naturellement. Aline racontait des anecdotes. Étienne écoutait, parfois commentait. Ils partageaient, par fragments, la mémoire d'un homme qu'ils avaient tous deux aimé, différemment, et perdu trop tôt. Camille écoutait souvent sans intervenir, mais elle retenait tout. Elle dessinait parfois son père, à sa manière, sans modèle, sans photo, avec ce qu'elle ressentait de lui. Ces dessins-là, elle ne les montrait pas toujours, mais Étienne en avait vu un jour posé sur son lit. Il n'avait rien dit, il l'avait simplement rangé dans la pochette. La reconstruction prenait forme. Ce n'était pas un miracle. C'était une suite de décisions, de gestes, de renoncements parfois. Un chemin imparfait mais lucide. Aline n'avait pas oublié, Étienne non plus. Mais tous deux avaient compris que Camille ne pouvait pas porter le poids de leurs regrets. Elle méritait un avenir, pas une guerre ancienne. Et ce futur, ils s'étaient mis à le bâtir, pierre après pierre, jour après jour, dans le silence actif d'un amour encore maladroit, mais profond. L'appartement d'Étienne Morel avait changé. Il n'y avait pas eu de transformation spectaculaire, pas de rénovation majeure, mais l'atmosphère elle-même semblait différente. L'air y était moins figé, les silences moins pesants. Sur les murs, les tableaux de maîtres modernes avaient été réorganisés, certains déplacés pour faire place à des dessins colorés, encadrés sobrement. Ce n'étaient pas des œuvres d'art au sens classique, c'étaient les dessins de Camille, des arbres, des visages, des maisons. Un portrait d'un homme qu'elle n'avait jamais connu mais qu'elle dessinait avec l'intuition du souvenir. Étienne ne les montrait pas, ne les commentait pas. Mais il les regardait souvent, comme s'il y cherchait une part de Théo, ou une trace de ce qu'il aurait voulu comprendre plus tôt. Sur la cheminée, une photo désormais trônait. Elle n'était pas officielle, ni prise par un photographe professionnel. Elle avait été capturée par Aline un dimanche après-midi lors d'un pique-nique au parc des Buttes-Chaumont. La lumière était naturelle, imparfaite. On y voyait Camille assise entre sa mère et son grand-père, un livre ouvert sur ses genoux, ses doigts pointant une page. Aline souriait, Étienne regardait Camille. C'était une photo de famille, sans pose, sans décor, sans artifice. Juste un instant, mais un instant vrai. La routine s'était installée. Étienne avait proposé à Aline de financer une formation pour elle dans le domaine de la médiation culturelle. Elle avait accepté, après hésitation. Il n'y avait pas eu de discussion longue, ni de gratitude exprimée en excès. Juste une reconnaissance silencieuse, partagée, respectueuse. Aline voulait reprendre sa vie en main, pour elle, pour Camille, pour ne plus dépendre de l'aide extérieure. Elle voulait construire avec ses propres forces. Étienne, lui, continuait à s'impliquer auprès de sa petite fille.
Il ne s'immisçait pas dans les décisions, mais il était là, toujours. Quand elle avait besoin d'un livre pour l'école, d'un regard sur un devoir, d'une présence dans la salle d'attente d'un cabinet médical, il répondait présent, sans bruit. Un jour, Camille, en fouillant dans la bibliothèque de son grand-père, trouva une vieille boîte en bois. Elle n'était pas cachée, juste posée en hauteur. Elle l'ouvrit, curieuse. À l'intérieur, soigneusement rangées, des lettres pliées, des dessins, un carnet noir. Étienne entra au même moment dans la pièce. Il s'arrêta, la regarda sans la gronder. Elle le regarda, interrogative. « Ce sont des lettres de ton père, dit-il simplement. » Elle ne parla pas. Elle prit l'une d'elles, l'ouvrit. Elle lut lentement, avec attention. C'était une lettre courte mais touchante. Théo y parlait d'elle avant sa naissance, de ses espoirs, de ses peurs. Il y écrivait « Si un jour tu lis ceci, sache que je t'aimais déjà, sans même t'avoir vu. Je voulais que tu sois libre, forte, et que tu n'aies pas honte de ton histoire. Même si je ne suis plus là, tu es ce que j'ai fait de mieux. » Camille reposa la lettre, les yeux brillants. Étienne ne dit rien. Il se contenta de s'asseoir près d'elle. Elle resta silencieuse plusieurs minutes, puis demanda « Est-ce que je peux en lire une autre ?» Il acquiesça. Elle prit le carnet noir. À l'intérieur, des croquis, des notes, des réflexions, des bribes de pensée. À la fin du carnet, une feuille pliée. Une lettre manuscrite non signée. Étienne la connaissait. Il ne l'avait jamais lue jusqu'au bout. Camille la déplia. La calligraphie était plus soignée, plus lente. Elle lut à haute voix. « Père, si un jour tu trouves ma fille, prends soin d'elle comme de la chose la plus précieuse au monde. Ne lui promets rien que tu ne puisses tenir. Donne-lui ce que tu ne m'as pas donné, mais pas pour te rattraper, pour elle. Et si un jour tu arrives à te pardonner, sache que moi je l'ai déjà fait. Je ne voulais pas partir fâché, j'espérais revenir. Mais la vie est ce qu'elle est. J'ai fait ce que j'ai pu. Je t'aimais, malgré tout. » La voix de Camille tremblait à la fin. Elle reposa la lettre avec précaution. Étienne, les yeux embués, se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis revint s'asseoir. Il prit une longue inspiration. « J'ai été dur avec lui, dit-il. Je croyais savoir ce qui était bon. J'ai imposé, exigé, attendu, et j'ai tout perdu. Mais toi, Camille, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à réparer les erreurs des autres. Tu dois juste vivre, et je serai là pour que tu sois libre de le faire. » Elle se blottit contre lui. Il la serra doucement, sans chercher à dire plus. Il n'y avait rien à expliquer. La lettre parlait pour tous les absents. Le soir, Camille insista pour encadrer cette lettre, mais à sa manière. Elle en fit une copie, qu'elle colora avec des motifs qu'elle inventa. Elle la plaça dans un cadre blanc, sobre, qu'elle posa sur son bureau. Aline, lorsqu'elle la vit, ne fit pas de commentaire, mais elle passa sa main sur le cadre et resta longtemps à le regarder. La maison d'Étienne n'était plus celle d'un homme seul. Elle n'était pas devenue bruyante ou chaotique. Elle restait discrète, rangée, mais elle vivait. Chaque pièce portait un signe de la présence de Camille. Des crayons oubliés, une écharpe sur le canapé, un verre d'eau à moitié vide. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait à faire d'un lieu un foyer. La dernière image, ce jour-là, fut celle d'Étienne debout devant la cheminée. Il regardait la photo avec Théo, Camille et Aline. Il y avait autrefois rêvé d'un héritage froid, fait d'immeubles, d'actions, de biens. Il comprenait maintenant que le vrai legs, c'était cette transmission lente, imparfaite, mais profonde. Une lettre, un regard, une main tendue, il ne voulait plus rien d'autre, juste continuer à leur rythme et ne plus jamais tourner le dos.